Particulière puisque, alors oui, je vous signale, mais vous avez dû le voir affiché dans vos écrans respectifs. On va enregistrer cette séquence puisqu'évidemment ça fait l'objet c'est le troisième webinaire sur la thématique de l'engagement, de la citoyenneté, de la laïcité, enfin tous ces sujets qu'on a pu aborder au travers de ce cycle que nous vous avons proposé, donc avec un premier webinaire avec Madame Valérie Becquet qui était venue faire un éclairage sur la question de l'engagement des jeunes. Vous avez eu ensuite un webinaire la semaine dernière sur ce qu'on a appelé les ressources nationales, où je crois que nous ont été présentées notamment les formations valeurs de la République et laïcité, l'Agence du service civique, le SNU, donc différents dispositifs dont il nous semblait important que vous en ayez connaissance si ce n'était pas déjà le cas, pour que vous puissiez pleinement les mobiliser dans le cadre de vos travaux et de vos réflexions sur la cité éducative. Donc là, on est sur le troisième webinaire. Donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On a demandé à deux personnes, c'est trois personnes en fait, de venir présenter deux actions qu'elles mettent en œuvre, notamment sur leur territoire. On n'est pas toujours sur des cités éducatives, mais ça, on va avoir l'occasion de le repréciser. Et ça reste des actions qu'on imagine inspirantes pour vous et qui peuvent nouer un petit peu, en tout cas nourrir le débat. On écoutera donc ces trois intervenants qui vont nous présenter leurs actions dans un premier temps. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est que, et bien évidemment, vous puissiez leur poser vos questions, mais également qu'on ouvre un peu la discussion à ce que vous-même, dans les cités éducatives, vous mettez en œuvre sur ces sujets, sur ces enjeux relatifs à l'engagement des jeunes, à la participation des jeunes dans le projet, à la question de la citoyenneté, à la question de la pensée critique, enfin, toutes ces questions-là qu'on a pu aborder au travers de ce cycle sur l'engagement et la citoyenneté pris au sens large. Alors, on est dans un cadre un peu particulier puisqu'on est traditionnellement sur un créneau qui est dédié à questions de cité. On vous l'avait expliqué il y a quelques semaines déjà, on a fait le choix de rester sur ce créneau-là pour ce premier temps thématique, ce cycle thématique, parce que c'est un temps qui est repéré. Donc, merci d'accepter ce principe qu'on ne traitera pas de questions autres que ces questions thématiques que je viens d'évoquer. Donc, les sujets relatifs aux problématiques, aux enjeux techniques, budgétaires que vous pouvez légitimement vous poser, on les réabordera lors d'une prochaine question de cité qui sera programmée, je pense, début mai. Voilà un peu le contexte et le cadre dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et donc, j'aurai le plaisir de co-animer cette séquence avec mon homologue Thierry Tesson, qui est ici présent. Thierry, est-ce que tu veux dire quelques mots? Alors, par contre, comme tu as bien respecté, tu as coupé ton micro, mais on ne t'entend pas. J'adore. C'est bizarre, je parle, mais il n'y a pas de son. Oui, en fait, tu as tout dit. Donc, c'est un format un peu particulier aujourd'hui, mais c'est très, très bien. C'est bien d'utiliser ce créneau qui est en fait maintenant une habitude de beaucoup d'entre nous. Donc, c'est parfait. Voilà. Bon, bah, écoute, merci. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là dans la séquence. Alors, on va peut-être pas commencer par les présentations et les personnes qu'on a sollicitées. Je les en remercie d'avoir accepté de venir vous présenter leurs actions. Donc, on va commencer par Madame Siem Boumra, qui est déléguée du préfet en charge de la politique de la ville en Ardèche et qui va nous présenter une action sur les enjeux de la laïcité et qui a d'ailleurs obtenu le prix valeurs de la République et laïcité, le prix national, pardon, de la laïcité. Et nous aurons ensuite une intervention à deux voix de Marie-Annick Dubois-Lazarotto, qui est une ancienne inspectrice de l'éducation nationale et qui nous présentera une action qui s'appelle Voyage en culture, pardon, avec David Bray, qui est le chef de projet chef de projet opérationnel de la cité éducative du 18e, de la cité éducative du 18e. Donc la première intervention, vous l'avez bien compris, ne se met pas en œuvre dans une cité éducative, mais finalement, rien n'empêche que ce soit le cas. Et donc ensuite, nous aurons cette présentation sur une action de la cité éducative de Paris 18e. Sans plus tarder, Madame Boumra, je vous laisse faire cette présentation. On a à peu près 10-15 minutes maximum par présentation. Super, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée. Je me présente, donc je suis Siem Boumra, déléguée du préfet en Ardèche. Donc en Ardèche, c'est plutôt le sud, hein. C'est un département très rapidement assez rural, hein. C'est un peu plus de 400 000 habitants. Pour faire simple, en Ardèche, je suis la seule déléguée du préfet. J'ai 5 QPV, quartiers en politique de la ville, qui représentent en tout, les 5 QPV, c'est un peu plus de 8 000 habitants.
Donc, c'est un petit territoire, on va dire, hein, pour comparer à des grandes villes comme Seine-Saint-Denis, mais les problématiques autour des valeurs de la République et de la laïcité restent les mêmes. Et justement, dans le cadre d'un travail que j'ai mené avec un collectif d'enseignants, des médiateurs, on a réfléchi à mettre en place sur un territoire bien déterminé, donc le Teil, c'est la prochaine diapo. Vous pourriez passer voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, on a eu sur le Teil, donc ce QPV qui représente un peu plus de 2000 habitants, des grosses problématiques autour des questions de laïcité, de la place des filles qui refusaient parfois d'aller en EPS parce que c'était période de Ramadan. Donc, il y avait tout plein de choses qui se mélangeaient avec une communauté éducative qui était totalement qui n'arrivait pas à apporter des réponses claires à ces demandes récurrentes de ces jeunes qui mettaient la religion un peu trop en avant d'autres matières qui étaient obligatoires. Donc, j'ai eu un échange avec ces professeurs donc, du cycle 3, hein, où elles m'ont fait part de leur désarroi, de leurs difficultés. Et effectivement, dans le cadre de l'ANCT, on a ce qu'on appelle donc le programme national, la formation VRL, qui la formation valeurs de la République et laïcité, de 2 jours, mais qui n'est pas en fait adaptée à des enfants du cycle 3. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, bon, ben, on va essayer de travailler différemment et de mettre en place en fait un escape game, de réfléchir à un escape game, puisque c'est à la mode, parce que les jeunes, ça leur parle, pour essayer de travailler ces valeurs de la République et de laïcité. Et on a pu comme ça, en mode en fait cité éducative, hein, puisque au final on avait tous les corps représentés, on avait des médiateurs adultes relais, des associations, des professeurs, l'IEN de secteur hein, qui était très présent pour la Constitution et qui a vraiment accompagné avec nous à nos côtés la conception de ce jeu, et le réseau Canopé pour essayer de mettre en musique à la fois ce jeu et puis voir comment ensuite on pouvait donc l'adapter aussi aux problématiques des profs, des jeunes et du territoire. Donc c'est un travail qui a duré presque une année. Puisqu'entre-temps, donc on a commencé en fin 2019, il y a eu le confinement, on a mis tout ça en stand-by. Et dès 2020, on a repris le travail. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'on est vraiment parti de situations de professeurs et de vécus de professeurs, donc à travers des situations et de situations de jeunes, d'élèves, on a pu construire comme ça cet escape game. Donc oui, comme vous le disiez, il a été primé puisqu'on a obtenu donc ce prix national de la laïcité donc en 2020 qui nous a permis aussi de dupliquer la malle et de l'offrir à toutes les écoles qui sont classées en politique de la ville. Et l'autre slide, très rapidement, voilà. Donc le kit du jeu est très simple en fait. C'est un jeu qui doit durer normalement 1 heure maximum. Et l'objectif en fait, c'est que les enfants, à travers la résolution d'énigmes, puissent en fait déjouer c'est un savant fou en fait qui veut uniformiser le monde, et l'objectif c'est que ces jeunes-là en fait découvrent le vaccin pour justement permettre que chacun vive et accepte la diversité. Donc et c'est un petit peu ça, c'est comment est-ce qu'on arrive ensemble à vivre ensemble avec du respect, de la tolérance autour du triptyque républicain. Et donc, on a fait jouer les jeunes avec cet escape game. Donc, il a été prototypé. Et c'est vrai que ça marche bien parce que les jeunes arrivent à se poser des bonnes questions, des questions autour du respect, autour des valeurs de la République. Et on remet les choses, en fait, à leur juste place. Et on leur explique, en fait, que la laïcité, c'est quoi? C'est la possibilité de croire ou de ne pas croire. Et c'est aussi toute cette liberté qui est laissée à ces jeunes autour de l'échange. Par contre, nous, on a un préalable indispensable, c'est que toutes les personnes ou tous les profs, tous les enseignants pardon, qui ont utilisé donc, ce kit, on souhaite avant toute chose qu'ils soient formés à la formation de 2 jours de l'ANCT, qui est donc la formation Valeurs de la République et laïcité. Pourquoi? Parce qu'on souhaite en fait que tous portent le même discours et on ait un même discours avec ces jeunes-là et qu'on n'interprète pas et qu'à travers ce jeu, le jeu n'est qu'un support, est un support à la discussion. Et en fait, ça marche bien
Aujourd'hui, le jeu, effectivement, on peut vous l'envoyer hein, parce que les kits sont disponibles, sont téléchargeables. On a également une tablette qui accompagne ce jeu. Donc, tout est disponible puisque j'ai fait en sorte qu'il puisse être déployé partout puisque c'est un bon outil. Et d'ailleurs, il y a la ville du Havre qui aujourd'hui l'a récupéré, va le déployer sur son territoire. J'ai d'autres communes qui me sollicitent pour le déployer sur leur territoire comme le Gard ou le sud de la France. Et l'intérêt de ce jeu-là, c'est de susciter les discussions. Et c'est vrai que ça peut complètement s'inscrire dans le cadre des cités éducatives, de tester ce jeu, de voir comment aussi on peut l'améliorer. Et ça crée l'échange avec les enfants. Et d'ailleurs, vous le verrez, donc il y a la petite vidéo qui est assez intéressante et vous voyez un peu la progression du jeu. Et puis les remarques des jeunes autour de ce jeu-là, moi, il y en a une que je retiens. C'est un petit jeune à l'issue de cet escape game qui a dit, en fait, grâce à ce jeu, ça nous apprend à être gentils et bienveillants entre nous. Voilà. Et quelque part, on a pu susciter la discussion et l'ouverture. Donc, c'est un petit peu le pari gagné de ce jeu-là. Donc là, on le déploie un petit peu sur toute l'Ardèche, au-delà en plus des communes qui sont en politique de la ville, puisque ça reste aussi un jeu accessible à l'ensemble des centres de loisirs. Voilà, j'en ai terminé. Si vous voulez passer la petite vidéo, comme ça, vous verrez visuellement ce que ça donne. Très bien, merci beaucoup. On va donc vous passer effectivement la petite vidéo d'illustration de cette expérience. Alors, c'est un projet qui est né d'une rencontre plutôt informelle avec des enseignantes du Frayol. Et donc, elles m'ont fait part de certaines difficultés à appréhender les notions de laïcité, à faire en sorte que les élèves et les professeurs aient ces valeurs communes. On s'est confronté à des enfants qui ne refusaient que d'autres enfants ne croient pas comme eux. Et quels sont les principes de laïcité qui vont faire qu'on va pouvoir vivre tous ensemble, quelles que soient nos idées, nos pensées, nos opinions, et notre droit de croire ou de ne pas croire, et de ne pas juger celui qui est différent de nous. L'idée a germé d'un escape game parce que c'est à la mode auprès de ces jeunes entre 8 et 10 ans. J'ai les clés. Oui. Ah, moi aussi. Moi aussi. Je suis en train de lire pour voir s'il n'a pas des indices pour les 2 derniers mots. Et petit à petit, donc il y a eu une première rencontre avec le réseau Canopé. Ils m'ont dit, écoutez, Madame Boumra, nous on est en capacité de porter des escape games pédagogiques. Et donc à partir de là, on a mis autour de la table les principaux acteurs du parcours de l'enfant. La politique de la ville donc s'est emparée de ce projet et du coup la proposition a été de nous dire on vous propose un escape game sur la laïcité. On est parti sur la conception de l'escape game avec Canopé qui est arrivé donc en soutien pour nous aider à conceptualiser l'escape game. Ça va, c'est bien. Ah ouais. Et on peut le trouver. T'es forte, hein. Alors là, ils sont en train de chercher des indices pour résoudre l'énigme. Il faut arrêter la personne qui veut qu'on soit tous pareils. C'est quand même un sujet qui est très compliqué. Donc là, au départ, ils vont jouer. Parce que voilà, ce jeu, c'est l'air du temps, tout le monde aime ce jeu. Donc ils vont jouer, mais nous, notre objectif derrière, c'est les emmener à faire ensemble, parce que ça se perd de plus en plus. Il n'y a pas que le jeu, il y a tout le après, où en fait, ça va être un moment où, que ça soit l'école, ou nous, dans les accueils de loisirs, parce qu'il va être aussi mis dans les accueils de loisirs, où en fait, on va pouvoir se poser avec eux et creuser ces problèmes de laïcité. Ce qui est important, c'est l'exploitation du jeu. Ça veut dire quoi être égaux ? Ça veut dire, je sais pas moi, si tu vois quelqu'un, toi t'es, je sais pas moi, marron, normal, et l'autre il est blanc. Et donc ça veut dire quoi ? On n'est pas pareil de peau et donc... Faut quand même se respecter. Cette initiative locale, notre souhait c'est de pouvoir la faire connaître nationalement parce que cette question de la formation aux valeurs de la République et de la laïcité, elle se pose partout sur le territoire et que les bonnes initiatives qui ont été conçues à un endroit doivent pouvoir servir partout sur le territoire. Monsieur le préfet, quand je lui ai parlé de ce projet-là, ça a été tout de suite carte blanche. Et je serai à vos côtés quand ce sera fini pour inaugurer ce projet-là. Sauvons la diversité, c'est le titre du jeu. C'est très important. On va tout faire pour que ce jeu puisse être partagé par l'ensemble des acteurs, parce que la question de la laïcité, la question de la diversité, c'est une question universelle. Et donc ça serait intéressant de pouvoir le diffuser à un plus grand nombre de partenaires, bien évidemment. Très
Voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu du projet. La vidéo est très parlante. Je crois que j'ai déjà quelques demandes pour récupérer l'escape game, et il n'y a aucun souci. Alors, ce que j'ai fait dans le cadre de l'ANCT, sur le réseau politique de la ville, c'est que j'ai mis tous les fichiers téléchargeables sur le réseau ANCT, mais il est tout à fait possible de transmettre tous les fichiers, peut-être par l'intermédiaire de vous, Monsieur Bourtomieux, et comme ça, vous téléchargez l'intégralité des fichiers. Et si vous avez des questions, bien entendu, je pourrai y répondre. Hein. Tout à fait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Concernant les questions, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez commencer à les poser sur le chat et on prendra le temps après la deuxième présentation pour échanger avec Madame Boumra. Concernant les documents, la mallette dont vous nous parlez et que vous avez généreusement vous mettez à disposition de l'ensemble de la communauté, vous dire pour les autres personnes qui assistent à la visio que bien évidemment nous en ferons le relais, notamment dans le cadre de la newsletter. Nous avons une newsletter thématique qui va finir, on va dire, ce cycle de webinaires sur les enjeux relatifs à l'engagement, la citoyenneté, la laïcité. Et donc, on pourra notamment vous les communiquer au travers de cette newsletter. Sans plus tarder, je vais peut-être donner la parole à monsieur David Bray, qui est chef de projet opérationnel de la Cité éducative Paris 18, qui va, je crois, recontextualiser un peu l'action qui va vous être présentée ensuite par Marie-Annick Lazzarato, qui nous font le plaisir d'avoir accepté de venir nous présenter cette action qui se développe donc cette fois sur une cité éducative. Mais comme l'a dit Madame Boumra, l'action qui a été présentée précédemment, eu égard à la logique de partenariat très élargi qui a été mis en place, aurait pu tout à fait se mettre en œuvre dans une cité éducative. Monsieur David Bray, à vous. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc on a nous aussi un petit document qui va être présenté en fond pendant que je prends la parole, mais voilà, pour commencer et vous dire déjà quelques mots donc sur la cité éducative du 18e, qui est une jeune cité de la 3e vague qui a été labellisée en janvier dernier et qui est donc a démarré en septembre, qui se déploie sur les quartiers en politique de la ville du 18e, voilà, on connaît bien, avec les noms, je pense, vous parleront, La Chapelle, quartier Goutte d'Or, tout le côté autour de Porte de Clignancourt. Donc effectivement, lorsqu'on a réalisé le diagnostic initial pour le dossier de candidature de la cité éducative, parmi les problématiques qui étaient ressorties, on a eu notamment dans un territoire, celui de La Chapelle, un certain nombre de remontées de la part des établissements scolaires qui apparaissent un peu à l'image de ce qui a été dit dans la vidéo précédente, des tensions au sein de l'école, sur l'intolérance vis-à-vis de l'autre, et puis un certain nombre de comportements qui montraient voilà, une difficulté sur le vivre ensemble et sur l'acceptation au niveau de la laïcité. Donc c'est vrai que, alors on peut aller à la slide 3, je pense. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Où on a eu voilà, alors un petit peu avant. Non, voilà, descendez, excusez-moi, non, vas-y. Donc descendez, voilà, super, voilà. Voilà, on était là, donc on peut. Donc, ce qui s'est donc du coup face à ce constat, évidemment, comme souvent quand il s'agit de travailler sur ces questions de la laïcité, on ne déborde pas d'outils et de ressources pour pouvoir travailler ces sujets-là. Donc on s'est mis un peu en réflexion avec les acteurs pour savoir quelle forme de nouvelle pédagogie on pourrait mettre en place pour proposer des actions efficaces auprès des élèves. Et c'est ce qui nous a amené à créer du coup ce projet Voyage en culture, dont je vais vous parler. Donc, slide suivante. Voilà, l'objectif du coup, c'est tout simplement de travailler avec les élèves pour essayer grâce au biais culturel, de jeter des ponts en fait entre la grande culture juive, la culture musulmane et la culture chrétienne, pour lutter contre les préjugés, de développer aussi des outils pour les enseignants qui permettent simplement d'être mieux préparés pour présenter ces projets-là, et puis d'associer les parents
pour qu'ils puissent aussi évidemment être informés de ce qu'on fait, mais surtout participer à la dynamique générale. Donc, slide suivante. Et donc est né ce parcours Voyage en culture qui est bâti en 5 étapes et qui concerne donc cette année pour une phase d'expérimentation 10 classes du CM1 à la 6e. Donc, ce sont des parcours qui comprennent d'abord une séance introductive qui est animée par une médiatrice pour travailler en classe, notamment sur les questions de connaissances et de croyances. Ensuite, on a un partenariat avec 3 musées que sont le musée d'art et d'histoire du judaïsme, l'Institut du monde arabe et la basilique cathédrale de Saint-Denis, où en fait les classes vont pouvoir à chaque fois aller découvrir une de ces grandes cultures et puis bénéficier d'ateliers. Et ensuite, il y a une dernière séance un peu finale qui est menée par l'enseignant grâce à des ressources qu'on lui fournit voilà, pour ouvrir et rappeler un petit peu toutes les connaissances qui ont été faites. Alors, il faut noter qu'en fait, ce parcours s'inspire d'un autre dispositif qui était centré sur le MAGE et l'Institut du monde arabe, qui s'appelait Culture en partage, que la Cité éducative a élargi. Et donc, slide suivante, voilà, on a du coup sur ce projet. Alors, le projet est porté par le DAFAL, qui est le comité départemental des associations familiales laïques, qui a lui-même remporté le prix national de la laïcité l'année dernière et qui nous accompagne sur la coordination du projet et la réflexion. Je le disais, 10 classes qui travaillent sur le projet, les 3 musées, une médiatrice qui mène les actions en classe, et puis ça va me permettre de lui passer la parole, la référente pédagogique du parcours, Marianique Dubois-Lazarotto, ancienne d'Azen, qui a travaillé avec le DAFAL, avec moi et avec les acteurs pour structurer le parcours en détail. C'est à moi? Est-ce que tout le monde... Merci. Tout le monde m'entend? Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Alors, en tant qu'ancienne inspectrice, effectivement, j'ai été confrontée à la période des attentats à Paris en 2015 et précédemment, j'étais déjà formatrice dans le domaine de la laïcité et de l'enseignement des faits religieux. On va dire dans la suite du rapport Debré, qui n'intéressait pas grand monde, sauf dans certains endroits où se pointaient quelques difficultés. Alors, cette diapositive vous montre tout de suite que ce qui caractérise le projet, c'est qu'on aborde directement les religions, avec donc le pari de les présenter dans leur contexte scientifique, historique et culturel, et qu'on présente ça dans un cadre donc scolaire et laïque, avec l'idée que les enfants vont découvrir et s'engager dans une perspective de dialogue, un petit peu comme ce que recherche l'escape game. On peut passer à la suite. Voilà, donc les choix de cette action, c'est présenter des contenus complexes, c'est-à-dire que les enfants sont immédiatement face à soit des traditions, soit des religions, soit des objets artistiques qui ont tout leur sens, et on ne simplifie pas sous prétexte qu'ils seraient peut-être en cité éducative ou qu'ils auraient des difficultés. On présuppose que les difficultés sont là et qu'elles sont, elles font partie du jeu. Donc, l'autre élément, c'est renforcer les éléments qui permettent de distinguer le croire et le savoir, donc les repères scientifiques espace-temps. On tient compte de ce que les élèves ont en tête ou ce qu'ils disent. Certains emploient tout de suite des vocabulaires plutôt de grands frères qui font part des difficultés. Et puis, on essaie de les émouvoir et de surfer sur leurs émotions artistiques et de leur faire vivre une expérience positive. Voilà. Et c'est voyage en 5 étapes parce que on considère qu'il faut un temps d'acculturation, qu'il faut revenir sur ces difficultés pour les affronter et les dépasser plusieurs fois. Voilà, alors on va vous présenter quelques exemples de supports
qui ont été donnés donc aux enseignants, puisque un des objectifs est de les entraîner et de les épauler sérieusement. Alors, la première séance qui est conduite par la médiatrice, chaque fois que les enseignants le demandent, consiste à définir ce qu'est une croyance et ce qu'est une connaissance. Et on part pour ça des grandes mythologies ou des grandes cosmogonies. Bon, là, vous avez la cosmogonie égyptienne, enfin, les premiers mots. On en présente 3 qui sont toutes très différentes. Et puis, en face, on évoque les connaissances actuelles donc en astronomie, et notamment la moisson de la mission Planck et de la mission Webb, qui prend des photos donc de l'espace et qui les interprète en fonction donc de ce que l'on sait de la création du monde, et qui démarre bien entendu pour nous par le Big Bang. Et puis Thomas Pesquet, c'est un peu notre ambassadeur, puisque quelles que soient ses croyances et les croyances de ses collègues et leur langue dans le vaisseau qui leur fait faire le tour de la Terre, eh bien, ils ont tous des connaissances universelles, vérifiées, partagées. La suite. Alors, dans les musées, vous voyez qu'on montre aux élèves des objets religieux. Ici, vous avez donc 2 objets calligraphiés, le Coran et un rouleau de la Torah. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, et ces 2 éléments sont présentés selon 3 axes. C'est-à-dire qu'on peut donner l'information religieuse, donc on est dans l'enseignement laïque des faits religieux, donc ici la Torah est le texte sacré du judaïsme et le Coran celui de l'islam. Ensuite, il y a une description muséologique des objets, qui sont aussi des œuvres d'art, avec donc ici leur origine et les matériaux qu'ils ont pu utiliser. Et puis, généralement, on cite un objet technique qui a permis la réalisation de cet objet. Voilà, donc une entrée. Voilà. Alors, sur la chrétienté, autre exemple, l'abord du plan de la cathédrale, qui est en lien avec le corps humain, comme le montre le petit dessin. Et puis, bien sûr, la basilique cathédrale Saint-Denis est un des premiers joyaux gothiques. Et le 3e élément qu'on voit moins bien parce que la diapo est trop petite tout en bas, il s'agit d'un des plus grands musées de sculpture, puisqu'il y a 70 tombeaux et gisants royaux, ce qui interpelle aussi les enfants pour le côté mais qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'il y a après, voilà. Diapo suivante. Alors, les 3 musées présentent les 3 traditions monothéistes, mais on est à l'école, il faut rester dans une laïcité bien comprise, c'est-à-dire ne pas enfermer les enfants ou laisser l'impression que les enfants n'auraient le choix que dans ces 3 religions. Donc, on propose quelques illustrations du bouddhisme pour expliquer qu'il existe des religions ou des philosophies en dehors de la Bible. Et on évoque aussi des philosophies qui n'ont pas de Dieu, le bouddhisme étant d'ailleurs peut-être un exemple de cette philosophie qui ne parle pas de Dieu. Alors, tout au long de ce travail, et notamment en 5e séance, l'enseignant doit récapituler les connaissances et repréciser aux enfants que l'école les aide à développer leur esprit critique dans l'idée que l'on construit les futurs citoyens qu'ils seront. Alors, du coup, un certain nombre de travaux sont donnés quasi à utiliser comme ça en classe, et avec lesquels les enseignants vont pouvoir travailler. Alors, par exemple, avec l'extrait de Max Gallo, le premier, c'est tout le volet historique des liens entre les souverains français et la religion catholique. Ensuite, on peut évoquer les Lumières avec la philosophie de Voltaire et son conte philosophique qui s'interroge un peu sur les différences d'interdits et de
et de justification des différentes religions, et puis des supports qui sont des supports de notre humanité commune et qui peuvent aider à une éducation à la paix. Bon, là, une chanson qui figurait dans le guide républicain qui avait été distribué dans les écoles il y a déjà quelques années, et puis des règles de grande sagesse qu'on trouve dans toutes les religions lorsqu'elles ne sont pas fanatiques. Voilà, et donc cet ensemble de travaux et d'étapes de voyage est pour nous très inséré dans les programmes et les textes nationaux. Et donc, il y a des renvois très fréquents au socle commun de connaissances et de culture, chaque professeur étant amené à bien faire le lien avec son programme, le programme du cycle dans lequel il se trouve. Là, on est au cycle 3. Et enfin, on ouvre sur l'éducation donc du Conseil de l'Europe, l'éducation à la démocratie. Voilà. Écoutez, merci Madame Lazzarato, merci Monsieur Bray. Est-ce que c'est complet ou est-ce que vous aviez encore un élément à apporter? On a essayé de faire très court pour répondre aux questions. Vous avez fait très clair en tout cas, et c'est ça le principal. Après, comme quoi, vous voyez, la concision parfois, ça apporte aussi de la clarté dans le propos. Écoutez, on va ouvrir les discussions. Donc avec mon collègue Thierry, on va peut-être animer un petit peu cette séquence. Alors peut-être 2 questions déjà qui ont été posées par le chat, mais après je le dis pour l'ensemble des personnes présentes, ce que je vous propose, on n'est pas très nombreux, c'est que vous puissiez poser vos éventuelles questions aux 3 intervenants que je remercie une nouvelle fois directement, donc en ouvrant votre micro. Mais aussi, je pense que ça c'est intéressant et c'est un peu ça que l'intention que nous avions en organisant cet échange, que vous puissiez aussi dire comment vous travaillez sur ces sujets-là éventuellement. On peut ouvrir le sujet, comme vous le savez, ces webinaires thématiques étaient sur les enjeux engagement des jeunes, laïcité, citoyenneté, pensée critique. Donc si vous avez d'autres actions ou d'autres bonnes pratiques que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas, c'est le lieu pour le faire et pour un petit peu valoriser l'action et échanger entre vous. Alors, on a 2 questions, je pense, qui s'adressent au projet qui a été présenté par les collègues du Paris 18. La première, c'était une question un peu technique, mais c'était de savoir si la médiatrice qui a été mobilisée, par quelle structure elle est employée, et si juridiquement il s'agissait d'un poste d'adulte relais. Donc, vous voyez, c'est très technique. Je vous pose tout de suite aussi la deuxième question. Concernant les visites dont vous avez expliqué qu'elles avaient concerné notamment les musées, est-ce que vous avez également visité des lieux de culte, sachant que la basilique Saint-Denis c'en est un, me semble-t-il. Mais je réponds en partie, mais je ne voudrais pas vous prendre votre parole. Je vous laisse répondre à ces 2 questions si vous avez des éléments de réponse. Je vais répondre, on va se les partager. Allez, je vais répondre à la première qui n'est pas très compliquée. Alors non, il ne s'agit pas d'un poste d'étude de relais, c'est une médiatrice qui, je dirais, intervient sur tout un tas de domaines, notamment dans les questions dans les visites de musées, et qui a été formée spécifiquement sur ce parcours et qui est du coup rémunérée via le porteur de projet qui est le GDAFAL pour ses interventions. Voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas spécialiste de la thématique, mais qu'on a formé avec le GDAFAL et Marie-Annick pour mener cette intervention. Très bien, merci beaucoup. Et donc, concernant les visites, il y avait un petit complément d'information qui était demandé. Alors, avant de répondre, je voudrais rappeler un petit peu comme notre collègue précédente, que c'est très important qu'il y ait une cohérence et une unité de discours entre les différents intervenants. Et donc, dans les outils que nous avons donnés aux enseignants, bien sûr, tout le monde a eu les mêmes. La médiatrice a eu sa part d'outils, si j'ose dire, et de références, et les intervenants des musées également. Ce qui permet, notamment pour la question de est-ce qu'on peut visiter est-ce que c'est des lieux de culte? Eh bien oui, la basilique est à certaines heures un lieu de culte. Son statut exact pour l'instant, c'est un musée national, hein, et donc elle est administrée par un administrateur des musées, des monuments nationaux. Et à certains moments, ce monument est donc, c'est délégué au culte ou quelque chose comme ça.
mais l'accueil de la classe, c'était par les monuments, les conférenciers des monuments nationaux. On peut visiter des lieux de culte, je le dis lors d'expériences précédentes, parce que j'ai fait 10 ans à peu près de stage avec des enseignants, et nous avons visité des lieux de culte, mais c'est des adultes, donc ils peuvent faire la différence entre, entre ce qui est culturel et ce qui est cultuel. Là, on a fait en sorte que les enfants, cette différence leur soit montrée, signifiée et explicitée de manière systématique. Donc, le musée d'histoire juive et le musée Elima, qui ont présenté des objets, dont certains religieux, à chaque fois, on redit la différence entre le fait que certains objets ont des usages religieux, mais que selon sa croyance ou selon sa non-croyance, eh bien, on accepte ou non le symbolisme qui est présenté. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ou même des témoignages d'expérience? Alors, franchement, ne vous limitez pas, hein. Là, on a fait effectivement les 2 projets qui vous ont été présentés, comme je l'évoquais, étaient plutôt sur les enjeux relatifs à la citoyenneté, la laïcité, mais aussi la question de la culture, l'interculturalité, et qui sont des sujets qui sont particulièrement adressés dans les cités éducatives. On le voit bien dans les échanges qui sont les vôtres et puis dans les préoccupations que vous nous aviez fait remonter, notamment lors de la journée nationale. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas, c'est l'espace éventuellement de témoigner de vos expériences. On a utilisateur VDV, donc c'est une drôle d'identité, mais qui vous demande la parole. Et ensuite, on aura une question pour nos intervenants concernant le nombre de bénéficiaires qui a eu des actions. Et j'imagine qu'on peut poser la question d'ailleurs aux 2 projets, même si je crois que Mme Boumran tout à l'heure a évoqué le nombre de classes. Alors, utilisateur VDV, je vous laisse la parole. Bonjour, Géraldine Bonjour. Driet, chef de projet opérationnel pour la ville de Villefranche et Glaisé-Lima, cité éducative Villefranche-Glaisé-Lima. Alors déjà, merci pour cette belle initiative, je trouve que c'est un très très beau projet. Alors, je parle aussi en tant qu'ancienne médiatrice patrimoniale et pour avoir fait ce genre de projet, en fait, les freins ne venaient pas forcément des élèves, mais plus des parents. On a eu parfois des réactions au niveau des parents à la sortie des écoles qui vont être relativement violentes. Est-ce que c'est arrivé dans votre cas? Alors, j'y vais. On a essayé d'anticiper sur cela. Alors peut-être parce que je suis une ancienne inspectrice et que j'ai vécu les situations que j'évoquais, mais aussi ensuite j'ai été sollicitée après l'attentat qui a coûté la vie à notre collègue Paty. Je croyais déjà il y a 10 ou 15 ans, mais davantage maintenant, qu'il ne faut pas laisser les enseignants seuls dans ce genre d'affaires. Il faut donc que l'institution soit là et que la communauté éducative soit avertie avant. Donc, on a souhaité avec David Bray que les directeurs d'école ou les principaux de collège soient dûment informés et approuvé l'inscription de la classe. Et ensuite, on a demandé à chaque enseignant, avant la première séance, de rappeler de quoi il s'agissait, qu'il y aurait 5 séances qui parleraient de traditions différentes, avec parfois des aspects religieux, mais que tout ça serait dans un esprit laïque, ce qui nous a permis de rappeler qu'effectivement la laïcité est une liberté. Et il ne m'est pas remonté dans les visites d'opposition de parents. Par contre, lors de la toute première séance, lorsque j'ai assisté donc à la mise en route dans certaines classes, on a des enfants qui ont donc des CM2 ou des 6e qui ont refusé d'emblée en disant « c'est un blasphème ». Donc, il a fallu expliquer que nous n'allions pas prêcher une autre religion et qu'on y reviendrait. Voilà, il ne faut pas non plus répondre immédiatement à des questions aussi importantes. Il faut les entendre, les noter et que ça ne nous arrête pas dans ce qui était lancé pour 5 séances. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'il faut insister sur la répétition. Donc, un engagement assez long. J'ai entendu Madame Bourham avant dire que le jeu pouvait durer plusieurs mois. Je crois que c'est très important
il faut que les enfants aient le temps et d'en parler aux parents éventuellement, mais qu'ils aient le temps d'exprimer des oppositions qui ne sont pas forcément très bien comprises ou qui quelquefois relèvent comme ça pour eux d'un copier-coller. Bah, écoutez, merci. C'est vrai que du coup, là, cette durée dans le temps est vraiment significative. Je pense que nous, à l'époque, on était plus sur un peu des one-shot, une visite, et qu'en effet, cette inscription dans le temps est nécessaire. Et, voilà. Et Merci pour dans l'institution. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est dans les programmes, c'est national, le directeur d'école est d'accord, ou si c'est un centre de loisirs, la ville est d'accord, c'est-à-dire que il faut se rappeler qu'on peut avoir, hélas, quelques esprits moins ouverts, et donc c'est important qu'ils sachent que ce n'est pas une démarche individuelle d'un enseignant ou d'un animateur qui serait comme ça piqué par on ne sait quelle mouche. C'est vraiment quelque chose qui appartient à l'ensemble de la nation, et je crois qu'il faut le dire. Bah, écoutez, je vous remercie. En effet, je vous rejoins aussi sur l'importance du portage politique de ces actions et de l'engagement de la collectivité. Merci beaucoup. Je voudrais juste effectivement apporter une précision concernant le projet. Il a pu aboutir parce que justement, il y avait toute cette collaboration avec l'ensemble, que ce soit la commune, la communauté éducative, la préfecture via les crédits Canopé. Si on a pu aboutir à ça, c'est qu'on avait tous conscience. On avait bien mesuré les difficultés, mais qu'un prof pris isolément ne peut pas répondre à ce type de problématique seul dans sa classe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu, souvent, les profs le reprennent, jouent avec les enfants. C'est un jeu qui est ouvert à 5 enfants maximum, donc on fait des sessions comme ça de jeu où il y a tout un échange autour de ces valeurs de la République et de laïcité, et ça devient un outil pédagogique au service des professeurs, mais pas que, au service également des centres de loisirs et des services éducation des collectivités. Mais oui, s'il n'y a pas ce consensus et ce travail collectif et collaboratif, ça ne peut pas fonctionner. On a même fait tester le jeu à des parents, parce que justement, les enfants parlent aussi, et dans le cadre de la journée nationale, la journée départementale de la laïcité, donc on a fait tester ce jeu aux parents, et ils ont aussi pris beaucoup de plaisir. Donc ça aussi, c'est important que les enfants le voient. Mais ça doit rester vraiment un jeu qui doit être support d'un échange autour de toutes ces questions et ces valeurs qui nous animent. Oui, alors moi, je voudrais rajouter que pour les enseignants, il y a aussi beaucoup, quelquefois, d'ignorance. Donc, il faut apporter des contenus parce qu'ils ne peuvent pas être surtout dans le premier degré. Et aussi beaucoup de peur. Et pour les parents, c'est pareil. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va arriver à mon enfant si je l'autorise à aller à la basilique? Et le professeur que j'ai accompagné, le dernier à la basilique, nous a fait sourire parce que la première séance avait été délicate. Là, c'était sa 3e et dernière visite, et il y avait en même temps une compétition de football ou quelque chose comme ça dans son quartier. Il était persuadé qu'il n'y aurait que la moitié des élèves. Et en fait, ils étaient tous là. Donc voilà. Et alors qu'il s'attendait à présenter pour la basilique une classe à l'effectif très, très réduit. Donc, il faut rester aussi optimiste parce que, voilà, il ne faut pas s'étonner des difficultés, il faut les enregistrer, en tout cas, c'est ce que je pense. Et il faut aussi, par exemple, dire à l'enseignant ou un intervenant qu'il n'est pas obligé de répondre tout de suite à tout. Parce qu'il peut y avoir des questions extrêmement délicates, surtout si un enfant très religieux vous assène tel élément et que vous-même, vous ne l'êtes pas, ou que, bon, voilà, puis il y a des versions dans chaque religion. Donc, on note la difficulté. Un enfant dit « c'est un blasphème », bon, on va en reparler un peu plus tard, le temps que l'enseignant peut-être se prenne ses marques. Et dans la basilique, un exemple de comportement, 3 garçons n'ont pas voulu s'asseoir sur les bancs, qui sont les bancs de la messe, hein, lorsqu'il y a messe, de peur de devenir chrétiens. Et donc, on les a laissés debout. La conférencière étant parfaitement rodée à ça, a dit « écoutez, ce n'est pas grave, tout ce que je vais dire au bout là, dans l'heure, vous allez voir, vous allez vous rassurer. Donc, pour l'instant, faites ce que vous voulez.
du moment que vous écoutez et que vous ne laissez pas, que vous n'empêchez pas le déroulé. Ce qu'ils ont fait. Et ensuite, ils ont participé, pour vous dire, au mime de l'histoire de Saint-Denis, puisqu'il y a des vitraux de l'histoire de Saint-Denis dans la basilique, avec sa mise à mort par l'empereur, enfin le représentant de l'empereur romain, et Saint-Denis ramasse sa tête, et comme on sait, il part de Montmartre jusqu'à Saint-Denis. Et donc là, il y a une douzaine d'enfants désignés par la conférencière en fonction de la couleur de leurs vêtements qui ressemblaient plus ou moins à la couleur des vitraux, et ils ont tous joué l'histoire de Saint-Denis, y compris ceux qui ne voulaient pas s'asseoir. Moi, j'ai une question, mais qui, comment dire? Là, on est en fait, moi je le vois comme ça, hein, de manière extérieure, mais on est un peu sur un champ d'information quelque part, vous voyez? C'est-à-dire, quand je regarde les différentes actions, que je trouve d'ailleurs effectivement très optimiste, moi je trouve ça plutôt sympa, ça rompt avec un discours souvent un peu catastrophique sur ces questions-là. Donc on est sur un peu le champ de l'information, c'est-à-dire d'expliquer aux gosses, je vais le dire comme ça, moi je suis un ancien prof d'histoire géo, hein, ça date un peu, mais mes chers collègues, j'ai connu ça quand j'emmenais des classes des Mureaux à Saint-Étienne-du-Mont, où les gosses ne voulaient pas rentrer parce que c'était sacré, enfin des conneries comme ça. Mais moi, vous voyez, il y a une question que je me pose, parce qu'il y a un hiatus là-dedans, sur l'information. Ce que vous avez expliqué juste avant là. Quand on est dans le domaine religieux, on est évidemment dans le domaine des dogmes. C'est comme ça que ça marche. Une religion, on croit des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer, ça s'appelle un dogme. La religion catholique en a, le pape est le patron de l'Église catholique, c'est un dogme, ça ne peut pas être mis en cause. Et je vous fais grâce des dogmes de la religion musulmane, de la religion juive. Mais moi, la question que je me pose, c'est le statut, en fait, de celui qui va expliquer aux élèves ce que vous avez dit là. C'est-à-dire, un gamin vous dit... si je m'assois là, je vais devenir catholique. Alors, la parole, vous voyez, c'est tout l'enjeu au fond de la laïcité. C'est-à-dire, il faudrait, si je puis le dire de cette manière-là, que ça soit un religieux qui explique à l'élève, ben non, tu risques rien, et moi qui suis l'imam, ou moi qui suis le curé, ou moi qui suis le rabbin, je t'explique que là, c'est le statut des intervenants adultes, et comme vous l'avez expliqué, c'est comment les élèves, ou les familles d'ailleurs, peuvent le recevoir. Parce qu'au fond, on touche le dogme, c'est-à-dire le sacré. L'ancien chef d'établissement que je suis, dès qu'il y avait un problème comme ça, mon discours d'emblée était de dire l'instance scolaire, enfin l'enceinte scolaire est une enceinte où tout se démonte, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de sacré, c'est comme ça. Donc, ça ne se négocie pas, pour le coup. Le dogme de l'établissement, c'est que rien n'est sacré et tout se démontre. J'ai eu des élèves comme ça qui n'allaient pas à la piscine, truc standard, habituel, et le grand frère me disant c'est la religion qui exige que. La religion, ici, elle n'a rien à faire. Ici, démontrez-moi pourquoi. Donc, vous voyez, moi, la question que je me pose, c'est celle-là. Comment vous arrivez à résoudre ça, celui qui parle, vous voyez, le statut de celui qui parle à l'élève, comment vous faites ça? Alors, moi, je pense que je fais un petit peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il n'y a pas de tabou à l'école, c'est la définition de… voilà. Donc, celui qui parle, c'est l'enseignant qui a donc un certain nombre de savoirs et qui les partage quand il s'agit de savoir. Et quand c'est des connaissances, il n'y a pas de problème. Si c'est des croyances, bien sûr, il n'intervient pas. C'est-à-dire, il peut simplement dire je sais que le fait de s'asseoir sur une chaise ou de rentrer dans une mosquée prendre un thé n'a pas d'effet magique pour transformer votre religion. Donc, il s'appuie sur la différence entre croyance et connaissance. Et c'est pour ça que ça a fait l'objet de la toute première séance et qu'on a sans arrêt autant que faire se peut avec des enfants de cycle 3, redonner des contextualisations historiques, géographiques, ou pour certains objets en termes de matière. Un Coran est fait en peau de vieille chèvre, bon, ça c'est un fait, hein, et c'est un Kalam qui l'a tracé. Maintenant, pour ce qui est de son lien avec la révélation, l'école s'arrête là. Et donc, elle le dit. Et elle défend son territoire, c'est-à-dire qu'elle ne recule pas sur ce que l'on sait en termes de connaissances. Et voilà, pour les enfants de cycle 3, ça suffit. Pour les adultes, ça va être plus compliqué puisqu'on sait très bien historiquement que lorsque non pas
l'Église est séparée de l'État, mais bien avant, lorsque les pouvoirs ne sont pas séparés, on a à la fois le religieux, la science et l'exécutif qui sont confondus. Donc, l'opposition connaissance-croyance, pour les adultes, il faut la contextualiser aussi. Et par ailleurs, on peut dire que pour nous, c'est une différence d'ordre. La science ne se pose pas comme le contraire de la religion. Elle définit son champ. Alors que la religion propose pour les croyants quelque chose qui effectivement est une réponse totale. Donc, cette nuance ou cette opposition entre croyance et connaissance, là au cycle 3, on la pose avec simplement des repères simples. Quand est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? Est-ce qu'on a des preuves? Je ne vous entends pas. C'est un sacré sujet, hein. Vous avez compris ça. Si vous plongez sur l'histoire du Coran, ou encore mieux les évangiles, faut attendre à peu près 200 après Jésus-Christ pour avoir un texte à peu près stable. On ne sait pas trop. Et alors le Coran, c'est pire, puisque le classement des sourates, il est par ordre de longueur. Et ça n'est pas un texte, comment on appelle ça? C'est sans contexte, c'est ce qu'on dit. Oui, mais... Donc, là, on est dans le domaine pur de la croyance. Mais c'est peut-être... Je vois Frédéric qui nous regarde là. Non, je trouve la discussion très intéressante. L'objet de l'école n'est... Ah, pardon. Je finis juste la phrase. L'objet de l'école n'est pas de transformer les croyances. Donc, on ne va pas jusqu'à mettre en cause la question de la croyance. Et effectivement, l'historicité du Coran, j'ai fait des études justement là des différentes religions récemment. C'est sûr qu'on ne peut pas entrer seulement avec nos outils rationnels et historiques, quoique cela aide. C'est vrai. Très bien. Bon, écoutez, merci de cet échange. On s'achemine progressivement vers la fin de ce webinaire, mais avant de clôturer, il y aura 2 questions pour Madame Boumra qui ont été posées sur le chat. Mais avant ça, juste une question à Monsieur ou Madame Poutrel, excusez-moi, je ne sais pas, parce que vous aviez levé la main pour intervenir, mais vous l'avez baissée. Je ne voudrais pas que vous partiez déçus. Donc, si vous aviez éventuellement une question, je vous laisse la poser. Oui, merci beaucoup. Donc, Charlène Madame, pardon. Je vous en prie, chef de projet donc, de la cité éducative de Mantes-la-Jolie, je voulais vous remercier. Alors, ce n'était pas véritablement une question et puis je me suis surtout nourrie de ces échanges, mais je tenais à souligner que ce soit dans les 2 projets, que ce soit pour l'escape game où j'ai pu noter qu'il y avait une formation en amont de l'ensemble des enseignants qui étaient inscrits dans ce projet et puis la réflexion, Madame Lazzarato, que vous avez fait également concernant Voyage en culture, de la nécessité d'avoir un discours commun et de répondre de manière collective, d'avoir un discours de concert. Je trouvais que c'était vraiment pertinent et très probablement très sécurisant aussi pour lever les freins et notamment les craintes ou les freins que peuvent aussi se rencontrer les enseignants dans ces pratiques-là. Donc, merci vraiment pour ces éléments intéressants. Voilà, ce n'était pas vraiment une question, c'était une réflexion, d'où le fait que j'ai baissé la main après pour ne pas monopoliser la parole. Il n'y a pas de souci, puis c'était important que vous puissiez témoigner de ce que vous venez d'évoquer. Peut-être 2 dernières questions donc pour Madame Boumram. La première, alors peut-être je la comprends mal, mais c'était pourrait-on traduire le concept escape game en langue étrangère pour le public hellophone? La question, je ne sais pas si la question c'est expliquer ce que c'est qu'un escape game pour les publics hellophones, ou c'est est-ce que vous avez éventuellement traduit votre escape game dans d'autres langues? Je sais pas trop le sens de la question. Et la deuxième question, mais ça a un peu été évoqué par Madame Poutrel tout de suite, mais c'était plus lié à l'expérience que vous avez évoquée sur votre territoire. Est-ce que vous avez connaissance de formations spécifiques, d'animation pour ce type de jeu? Alors peut-être que quelque part, la formation à laquelle vous faisiez référence, VRL, contribue finalement à mettre effectivement les choses en place. Moi, lorsque j'ai des territoires qui me demandent de déployer l'escape game sur leur commune ou sur leur centre de loisirs, le préalable indispensable, c'est que les animateurs qui vont se saisir du jeu aient cette formation valeurs de la République et laïcité de la NCT de 2 jours. Pas celle d'1 jour, de 2 jours, pour bien appréhender toutes ces notions, tous ces principes, toutes ces valeurs, parce qu'il est hors de question qu'on n'ait pas tous ce même discours commun.
Donc, le préalable, c'est OK, on vous le déploie, il n'y a aucun problème, mais rapprochez-vous de Labocité, rapprochez-vous d'un formateur habilité ANCT pour qu'on puisse vous former à ce kit de 2 jours de valeurs de la République et laïcité. Après, c'est des techniques d'animation de jeu. N'importe quel animateur de BAFA peut mettre les jeunes dans une ambiance. Mais par contre, il y a ce temps d'échange avec les enfants. Et si les animateurs ne sont pas outillés, ça ne fonctionnera pas. Donc, d'où cette nécessité de former pendant 2 jours ces animateurs formateurs qui auront un jour en main ce jeu pour qu'on reste cohérent et qu'on tienne toujours le même discours. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste et on insiste à chaque fois, il faut en passer par ces 2 jours de formation. Pour vous donner un exemple, en Ardèche, donc là, on est en train de le dupliquer. On le duplique sur le territoire ardéchois. Eh bien, on a des sessions de 2 jours de formation avant de transmettre l'escape game. Et ensuite, on peut faire des mises en situation, mais c'est très rapide. Mais voilà, en tout cas, les kits sont très, très bien faits. Les kits de jeu sont bien faits pour pouvoir installer le jeu assez facilement. Mais si derrière, il n'y a pas la formation, ça reste qu'un jeu. Donc, aucun intérêt. Très bien, mais merci beaucoup. Ce que j'ajouterais peut-être, et pour nous recontextualiser dans la logique des cités éducatives, ce qu'on vit, c'est aussi une démarche, une alliance éducative, c'est qu'on peut tout à fait faire bénéficier de ces formations à des professionnels de différentes institutions, on a des logiques intercatégorielles qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et puis, il faudrait, je pense que ça serait aussi important de souligner, alors là, on a beaucoup évoqué la formation VRL qui est pilotée par l'ANCT, mais je parle sous le contrôle de mon collègue Thibaut Mainville, mais je pense que nos collègues de l'Éducation nationale également ont souvent des apports en termes de formation sur ces sujets-là. Donc là aussi, l'interpartenarial peut jouer et on a différentes approches et différentes formations qui peuvent tout à fait vous aider dans des actions à mettre en place par la suite en matière de laïcité notamment. Je note et je remercie Manuela Pajot. Dommage que vous n'ayez pas plus présenté votre action, mais ce que je vous propose, c'est éventuellement de nous en parler dans la prochaine newsletter sur le hackathon Valeurs de la République, qui a l'air d'être tout à fait intéressant sur ce sujet également. Je vous remercie, Madame Lazarotto, Monsieur Bray, Madame Boumra, pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci sincèrement, et je pense que ça a créé, ça nourrit en tout cas la réflexion des acteurs. Je ne serais pas étonné que certains d'entre vous soient sollicités par les collègues ici présents pour peut-être avoir quelques ressources supplémentaires, mais comme je le disais, et puisque si vous en acceptez le principe, vous nous les communiquerez et nous en ferons le relais, lors de la prochaine newsletter. Pour ma part, mais je laisserai éventuellement Thierry conclure également, je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet, mais vous dire que nous nous retrouvons, mais pour les collègues des cités éducatives, uniquement lors du prochain question de cité, qui sera un question de cité plus classique, donc un jeudi pendant 3/4 d'heure de discussion à bâton rompu sur vos enjeux respectifs, le 6 avril prochain, et que la prochaine thématique que nous aborderons dans le cadre d'un cycle comme nous l'avons connu aujourd'hui, et donc sur ces 2 webinaires précédents sur l'engagement, on sera sur la question du travail avec les familles. Comment on travaille avec les familles, comment on les associe. Ça a été un peu évoqué, la question des familles tout à l'heure dans le sujet. C'est peut-être aussi, on retrouvera peut-être ces questionnements-là. Donc, comment on travaille dans le cadre de la démarche des cités éducatives avec les familles, comment on les associe aux actions, comment on les associe aux projets, et comment éventuellement on développe des actions d'appui à la fonction parentale dans le cadre des cités éducatives. Donc voilà, et je vous dis au 6 avril pour ma part. Thierry, je te laisse. Très bien. Alors, moi, je retiens 2 choses. Premièrement, tout à fait juste, il faut que les gens soient formés pour dire absolument la même chose, parce que là, on est sur un sujet, c'est un peu amusé, ma collègue, d'échanger sur le cœur un peu du sujet. Ça démontre d'ailleurs que c'est très compliqué, je le pense. Et donc, il y a intérêt à parler tous d'une même voix, parce que dès l'instant où vous allez vers un public et que des gens ne disent pas exactement la même chose, c'est la pire des situations. Donc ça, super, vous avez parfaitement raison. Madame Oumra, c'est exactement ce qu'il faut faire. Deuxièmement, je trouve génial que là, on a des exemples que je trouve extrêmement positifs et qui viennent de territoires très différents. L'Ardèche, c'est là où je vais passer mes vacances. Paris 18e, c'est là où je vais acheter mes trucs, des antiquités. Mais de fait, je trouve super génial que, les cités éducatives donnent l'occasion d'explorer des voies qui sont des voies positives
et qui, j'en suis persuadé, auront des résultats avec toutes les limites qu'on a un peu évoquées, hein, qu'il faut avoir en tête. Mais voilà, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire, c'est le contraire, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci. Vraiment. Merci Voilà, beaucoup. et à bientôt. Pour, Belle journée. À très bientôt Merci. pour chacun d'entre vous. Et donc, question de cité le 6 avril prochain. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. bientôt. Au revoir.